MoDem, parti allié de la République En Marche, réaffirme son soutien au chef de l'État tout en réclamant un rééquilibrage des pouvoirs. Des dizaines de milliers de Russes dans la rue, ils participaient à des manifestations organisées à travers le pays par le Parti communiste contre un projet de hausse de l'âge du départ à la retraite. À Moscou, 100 000 personnes selon les organisateurs, 10 000 selon des journalistes. On prépare un rassemblement autorisé contre la réforme actuellement en lecture au Parlement. Ce matin, vers 8h30 à Paris, 2 hommes en moto ont tiré en direction d'un restaurant du 8e arrondissement, situé rue de Pontieux. Le restaurant visé est actuellement fermé pour l'été. Les 2 hommes sont ensuite repartis sans être interpellés. Plus de 360 km de bouchons cumulés à la mi-journée. La journée a été chargée sur les routes de France en ce premier chassé-croisé de l'été. Et comme toujours, c'est bien sûr l'autoroute du Soleil, l'A7, c'est sur l'A7 que les vacanciers ont rencontré les plus grosses difficultés. Cet été sur France Inter, le samedi à partir de 20h, Full Continental. Après le Brexit et les votes europhobes, comment raconter l'Europe d'aujourd'hui ? Caroline Gillet. Des utopies diverses aux histoires singulières, de Tbilissi à Notre-Dame-des-Landes, témoignages de la jeunesse du continent. Hajar est née au Maroc et vit à Bruxelles. Elle aime les tartes flambées halal. Francesco, italien d'origine polonaise, française, cambodgienne, est friand de focaccia. Can, lui, a fui la Turquie pour la France. Aujourd'hui, il lance le Kebab Project. Full Continental. Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 20h. France Inter, il est 16h04. Voici des idées pour demain avec Valère Corréard. Merci Dominique Delaroy. On vous retrouve à 17h pour le prochain Flash. Quoi de plus normal aujourd'hui que d'allumer une lumière, brancher un appareil dans une prise ou avoir accès à de l'eau chaude? L'électricité est devenue un bien commun, accessible, bon marché et disponible en quantité illimitée. Résultat, nous sommes déconnectés de ce qu'il y a derrière cette énergie devenue indispensable au quotidien. Dépendance énergétique, risque nucléaire, émissions de gaz à effet de serre, pollution, les enjeux sont nombreux. Tout pousse donc à adopter là aussi un peu de sobriété dans un contexte où plus de 70% de l'électricité consommée en France est d'origine nucléaire et qu'on continue à faire appel au fioul ou au charbon pour subvenir à nos besoins en énergie. Alors, si on veut continuer à s'éclairer et se chauffer sans faire monter la température, il faudrait peut-être sérieusement envisager de baisser notre consommation et de se tourner vers une électricité plus verte. Mais comment changer notre relation à cette source d'énergie au quotidien ? D'où viennent les principales dépenses d'électricité ? Comment mieux les maîtriser ? Qu'est-ce qu'il y a derrière le concept d'électricité verte et quelles sont les raisons qui devraient nous convaincre à changer d'offre? Certains veulent même produire leur propre électricité. Est-ce une utopie ou une solution crédible? France Inter. Des idées pour demain. Valère Corréard. Électricité au quotidien, comment reprendre le contrôle? C'est le thème de ce nouveau numéro des idées pour demain et je suis très heureux d'accueillir en studio Jean Gobert, vous êtes le médiateur national de l'énergie, et David Marchal, vous êtes directeur adjoint production et énergie durable à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur France Inter. Jean Gobert, quand on nomme un médiateur, c'est qu'il y a un problème. Alors pourquoi en fallait-il un pour l'énergie? Écoutez, c'est pas moi qu'on a nommé le premier, on a créé le médiateur d'énergie en 2008, c'était au moment de l'ouverture des marchés aux particuliers. Donc on s'est dit, il y aura sans doute quelques difficultés, il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un pour essayer de les débrouiller. Il faut quand même avoir l'honnêteté de dire qu'auparavant, il y avait aussi parfois des difficultés, pas les mêmes, mais ça existait, mais que l'entreprise EDF avait un tel réseau sur le territoire que c'était peut-être le releveur de compteur ou le voisin qui travaillait dans l'entreprise qui aidait à régler les problèmes. Il se trouve que maintenant, il y a eu des distanciations de mise, qu'il y en aura encore un peu plus, et que donc, il faut que le consommateur puisse se tourner vers quelqu'un d'autorité pour régler un certain nombre de problèmes, soit avec des opérateurs historiques, mais aussi avec des opérateurs nouveaux
nouveau, et en particulier avec certains qui sont opérateurs dans d'autres pays qui n'ont pas toujours compris les règles que nous avons dans ce pays. Combien est-ce qu'il y a d'opérateurs en France aujourd'hui ? On est à une bonne vingtaine, un peu plus, qui interviennent alors sur l'électricité, sur le gaz, ou sur l'électricité et le gaz, en tout c'est presque 30. David Marchal, on nous demande de penser souvent aux petits gestes, vous savez, éteindre un interrupteur, débrancher un modem internet la nuit, baisser le chauffage d'1 degré. Ça donne bonne conscience, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Alors, tous les petits gestes n'ont pas le même impact, bien évidemment. Certains, dans ceux que vous avez cités, ont plus d'impact que d'autres. Quand on commence à s'attaquer à la question du chauffage, une grosse consommation d'énergie, baisser d'1 degré la température dans un logement, quand on n'est pas là, par exemple, oui, effectivement, ça a un gros impact. En plus de ça, je pense que l'intérêt des petits gestes, c'est aussi d'entrer, de sensibiliser, une façon de commencer par des choses faciles pour ensuite que les consommateurs, petit à petit, s'intéressent plus en profondeur à leur consommation d'électricité et d'énergie en général. Alors il y aura bien sûr d'autres idées reçues qu'on va évoquer dans ce numéro des idées pour demain consacré à l'électricité au quotidien. En fait, on va essayer de comprendre les enjeux de l'électricité en France et voir comment réduire sa consommation et donc ses dépenses juste après Rex Orange County sur France Inter. Des idées pour demain. Valère Correa sur France Inter. Loving is easy. You have me fucked up. It used to be so hard to see. Yeah, loving is easy when everything's perfect. Please don't change a single little thing for me. Listen, girl, when you can't even hide it, and it didn't take forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone until love came in on time, on time. So loving is easy, you had me fucked up. It used to be so hard to see. Yeah, loving is easy when everything's perfect. Please don't change a single little thing for me. Ooh, oh, oh, So listen, girl, when you can't even hide it, and it didn't take forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone until love came in on time, oh, on time. Loving is easy, you had me fucked up. It used to be so hard to see. Yeah, loving is easy when everything's perfect. Please don't change a single little thing for me. Ooh, oh, oh, Rex Orange County, Loving is Easy sur France Inter, ici en featuring avec Benny Sings. Rex Orange County qui est un groupe composé d'une personne, Alex O'Connor, un jeune londonien de 20 ans à peine, qui a fait la même école de musique qu'une certaine Adele ou encore Amy Winehouse. Êtes-vous libre demain ? France Inter. Des idées pour demain. Entendu, à demain. Valère Correa. Électricité au quotidien, comment reprendre le contrôle ? C'est le thème de ce nouveau numéro des idées pour demain avec Jean Gobert, médiateur national de l'énergie, et David Marchal, directeur adjoint production et énergie durable à l'ADEME. Jean Gobert, les Français ont évolué dans leurs habitudes de consommation d'électricité ces dernières années ou décennies ? D'abord, ils ont évolué d'une façon extraordinaire depuis 50 ou 60 ans. J'ai la chance par rapport à vous d'avoir connu l'époque où on pouvait ramasser rapidement un petit coup de main sur les joues si on avait oublié d'éteindre la lumière, parce que j'ai connu l'arrivée d'électricité dans la ferme de mes parents. C'est pour vous dire, c'est quelque chose d'extra. Donc à cette époque-là, c'était un bien d'une telle valeur que jamais personne ne l'aurait gaspillé. Et puis dans les années 70, on s'est rendu compte que tout ça c'était simple, que vous en consommez plus, faire une centrale nucléaire de plus, c'est pas un problème, ça va fonctionner. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut s'inspirer de la façon on va pas revivre bien évidemment comme avant. D'ailleurs, certains accusent. On disait, vous voulez revenir comme avant. Non, c'est pas de revenir comme avant. Mais quelque part de se dire, mais c'est quand même pas idiot d'arrêter de consommer de l'énergie quand on n'en a pas besoin.
Et un des problèmes, ça a été évoqué déjà tout à l'heure, il faut à chaque moment se dire, est-ce que là c'est bien utile que je consomme encore de l'énergie? Est-ce que là c'est bien utile que je consomme autant d'énergie? Voilà, c'est toutes ces questions. Est-ce que je peux mettre par exemple partout des lampes basse consommation dans ma maison? Enfin, il y a plein de questions comme ça qui se posent. Est-ce que je dois substituer au chauffage électrique un autre chauffage de ma maison? Est-ce que je dois isoler mon logement? Enfin, c'est toutes ces questions qu'il va falloir que chacun d'entre nous se pose en se disant que l'électricité est aujourd'hui le bien essentiel. C'est le bien essentiel. Rien ne marche plus dans notre monde sans électricité. Donc, véritablement, c'est aujourd'hui le bien essentiel, et parce que c'est le bien essentiel, nous devons faire de gros efforts pour pouvoir le gérer correctement. Est-ce que la tendance est quand même à une augmentation de la consommation électrique en France, à une stagnation, à une baisse? Parti comme on est, la tendance est à un ralentissement de l'augmentation. Mais il faudrait bien qu'on arrive à une diminution. Alors, faut reconnaître aussi que toutes les nouvelles applications que nous sortons, y compris pour faire de l'économie d'énergie, sont à base d'électricité. Toutes. Et que de la même façon, pratiquement toutes les nouveautés pour le moment en matière d'énergie sont des énergies électriques. Voilà. Ça, c'est le paradoxe un peu. Donc, on est dans une période où on va diminuer nos consommations d'énergie au total, mais peut-être augmenter nos consommations d'énergie électrique. David Marchal, pourquoi est-ce qu'il faudrait aller vers plus de sobriété, comme l'indique Jean Gaubert, pour sa consommation électrique? Déjà parce que c'est la loi. La loi dit qu'en 2050, on doit avoir divisé nos consommations d'énergie par 2 en France. C'est l'objectif qu'on s'est fixé, toute énergie confondue, j'entends bien. L'électricité aujourd'hui, c'est 25% de la consommation d'énergie. Et la question, c'est finalement, cette baisse de la consommation d'énergie en tout, qui doit-elle toucher en priorité? Alors bien entendu, elle doit toucher en priorité les énergies qui sont les plus polluantes, et on pense en premier lieu au pétrole, qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre. Néanmoins, quand on regarde les évolutions de la consommation d'électricité, on doit pouvoir aussi baisser nos consommations d'électricité, tout en développant les usages, comme le disait Jean Gaubert. Il y a de plus en plus d'usages électriques, que ce soit dans le chauffage, les pompes à chaleur, que ce soit dans le véhicule électrique, qui commence à se développer. Mais malgré ce développement des nouveaux usages électriques, nous, en tout cas à l'ADEME, on a la forte conviction que tout un chacun peut réussir à baisser sa consommation d'électricité. Mais pourquoi? Et la deuxième raison, je pense que c'est une question tout simplement de portefeuille. L'électricité, même si en France, l'électricité coûte peu cher par rapport à un des pays voisins, c'est une énergie, quand on se chauffe à l'électricité notamment, qui revient cher. Et donc, pourquoi? Parce qu'on peut faire des économies. À l'échelle de l'État également? Également à l'échelle de l'État, tout à fait. Est-ce que c'est possible d'aller vers plus de sobriété dans sa consommation électrique alors que l'énergie est de plus en plus électrifiée, David Marchal? Oui, bien entendu, c'est possible. Alors, on a commencé à donner quelques exemples. Je pense qu'on peut déjà éviter de gaspiller l'électricité. Aujourd'hui, on en gaspille beaucoup? On peut avoir des habitudes qui nous amènent à gaspiller l'électricité parce qu'on aère un logement sans arrêter le chauffage, parce qu'il n'y a pas de régulation du chauffage et que la température est la même qu'on soit présent ou absent de son logement. Donc oui, il peut y avoir tout simplement de l'électricité qui est gaspillée sans qu'on s'en rende compte. Et après, je pense qu'il y a des choix aussi d'investissement. On est tous amenés à changer un frigo, à changer des ampoules. Et à chaque fois qu'on fait ces choix-là, le naturel de chacun pousse à privilégier peut-être des investissements les moins chers possibles, alors que quand on fait le calcul sur leur durée de vie, on se rend compte que privilégier des équipements qui sont faiblement consommateurs, c'est fortement rentable. Quelles sont les origines de l'électricité? Pour produire de l'électricité, je disais environ 73% de nucléaire. Le reste, c'est quoi, Jean Gaubert? D'abord, c'est l'historique hydraulique, c'est nos barrages. Mais là, on va pas rêver de multiplier les barrages en France. Je crois qu'on a utilisé pratiquement toutes nos potentialités. Il y a même des endroits où sans doute on se désengagera sur un certain nombre de barrages, y compris pour des raisons écologiques, sur certains cours d'eau en particulier. On parle beaucoup de la continuité écologique des cours d'eau et il y a une justification parfois à se passer de certains barrages. Donc ça, c'est l'hydraulique qui fait 13-14%, je crois, de mémoire. Voilà, c'est important, qui est une énergie sûre, peu chère, qu'on peut stocker, enfin, tout ça. Et puis après, quand vous avez parlé du nucléaire, il nous reste encore des centrales à gaz, qui sont bien sûr beaucoup moins polluantes que les centrales à charbon, que les centrales à fioul, mais qui recourent quand même à des énergies fossiles, même si on peut espérer, dans un certain nombre d'années, avoir beaucoup plus de gaz vert, même parfois la totalité du gaz en gaz vert, c'est-à-dire en gaz produit par la méthanisation ou par d'autres procédés qu'on va pas développer ici. Et puis, il y a les deux sources que nous développons d'une façon très importante aujourd'hui, c'est tout ce qui est le vent
et tout ce qui est le soleil. L'éolien et le solaire. L'éolien et le solaire, avec bien sûr la difficulté, mais on en parlera sans doute après, que ce sont des énergies qu'on ne maîtrise pas de la même façon et que on va se retrouver dans une situation que je vais caricaturer. Jusque là et encore pour un certain temps, nous ouvrons l'interrupteur et il y a à quelques dizaines ou quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres un opérateur qui produit davantage. Et demain, nous devrons aussi nous dire « Ah oui, mais là, aujourd'hui, l'acte que je veux faire, est-ce qu'il est compatible avec les productions qu'on me fait ?» Alors bien sûr, on pourra faire du stockage, on pourra faire tout ça. C'est un autre comportement, mais c'est un autre comportement qui, à mon sens, est tout à fait accessible. David Marchal, on n'est pas un peu déconnecté de notre consommation électrique? C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, elle est très disponible, elle est assez accessible financièrement, puis le système de facturation est quand même un peu compliqué pour le consommateur lambda. En tout cas, moi, j'ai pas mal de difficultés à comprendre ma facture. Je vois simplement que parfois elle augmente d'un coup si elle n'est pas lissée à l'année. Cette déconnexion, vous la constatez aussi? Et par quoi elle s'explique? Oui, on peut la constater, mais je crois qu'elle est commune à toutes les énergies de réseau. C'est-à-dire, on a une énergie qui arrive par un réseau. Dès qu'on branche, ça fonctionne. Et quelque part, on ne paye pas régulièrement ce qu'on consomme. Je le dis de façon un peu provocante. Quand on va faire le plein de sa voiture, on se rend compte explicitement de ce qu'on a consommé et on paye immédiatement. Pour l'électricité, effectivement, en règle générale, il y a 2 relevés par an des compteurs. Alors ça va s'améliorer avec le compteur communicant. Et on paye de façon mensualisée, ce qui fait que globalement, les gens n'ont peu conscience de la quantité d'électricité qu'ils consomment et surtout quand ils la consomment. Pour autant, vous êtes régulièrement saisi en tant que médiateur, Jean Gaubert. Pour quelles raisons Pour des raisons très multiples, mais c'est quand même souvent les problèmes de facture et de facturation. Ce que dit David Marchal, c'est qu'en fait, on s'est pas rendu compte de tout ce qu'on a consommé. Et puis, au bout d'un moment, il y a une facture d'irrégularisation et celle-là, elle coûte très cher. Donc, moi, j'ai d'ailleurs milité pour qu'on mette un peu d'ordre dans ces questions, ce qu'on a fait. Et David Marchal a évoqué tout à l'heure les nouveaux compteurs, qui parfois peuvent être critiqués, mais qui, en tous les cas, permettront au consommateur, s'il le veut, tous les jours, de voir où en est sa consommation. Les fameux Linky, notamment. Voilà. Et d'avoir régulièrement un accès à sa consommation et éventuellement de se dire, mais comment j'ai pu consommer autant qu'hier? Moi, je vais vous dire, il y a 50 ans que j'ai ce système chez moi parce que j'avais une activité économique relativement importante, donc j'avais une grosse consommation d'électricité et je recevais tous les mois un grand listing comme un électrocardiogramme sur lequel je voyais toutes des pointes. Et ça m'a fait beaucoup progresser. Et je pense que la connaissance immédiate de sa consommation est une des premières conditions pour pouvoir mieux la maîtriser. Une auditrice nous a rejoint au téléphone. Bonjour Florence. Bonjour. Vous avez 58 ans, vous habitez à Dax et l'électricité, vous connaissez un peu puisque vous avez fait des études de physique et ça a toujours été un enjeu au quotidien? Alors oui, parce que justement durant mes études, il y a eu des subventions sur la recherche sur les renouvelables qui ont été supprimées et j'avais été très vexée, j'avais des stages que j'avais pas pu faire. Donc l'électricité, oui, ça a toujours été important dans ma vie. Eh bien, dans une vingtaine de minutes, Florence, vous allez nous dire comment vous avez réussi à faire baisser sensiblement votre consommation puisque vous êtes quand même allé assez loin dans la démarche. Des idées pour demain. Dans 3 minutes, on va jouer avec Gaël Couder qui se pose des questions sur ses ampoules, appareils électriques et autres écrans de télévision. David Bowie, Let's Dance sur France Inter.
David Bowie, Let's Dance sur France Inter. Ce titre qui était sorti en 1983 avait fait un carton mondial quasi immédiatement. Le clip vidéo avait été tourné en Australie et avait fait vraiment du bruit en mettant en scène un jeune couple qui naviguait entre leurs conditions sociales et leurs rêves d'ascension. C'était une déclaration contre l'oppression et le racisme d'après Bowie. Des idées pour demain, c'est rediffusé le dimanche au petit matin entre 5h et 6h. Des idées pour demain. Valère Coréard sur France Inter. Électricité au quotidien, comment reprendre le contrôle? C'est le thème de ce nouveau numéro des idées pour demain avec Jean Gobert, médiateur national de l'énergie, David Marchal, directeur adjoint production et énergie durable à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et Gaëlle Couder qui nous a rejoint. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du média ID qu'on retrouve sur l'infodurable.fr. C'est le premier média d'info en continu sur le développement durable et chaque semaine, vous nous ouvrez les portes de votre quotidien dans lequel vous vous posez donc un certain nombre de questions. Votre objectif, vivre en phase avec vos valeurs. On l'a déjà dit, parfois ça coince, alors on va profiter de la présence de nos experts aujourd'hui pour dénouer tout ça. On commence avec une question que je me suis encore posée d'ailleurs la semaine dernière et j'imagine que nous sommes nombreux à devoir y faire face. Effectivement, au choix d'une ampoule, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des ampoules à incandescence, des ampoules LED, des ampoules halogènes. Il y a un nombre de watts, un nombre de lumens qui produisent de la lumière chaude, de la lumière froide. Et c'est vraiment pas facile de s'y retrouver alors qu'on veut juste changer une ampoule. David Marchal, laquelle faut-il choisir pour consommer moins d'électricité ? Alors ça fait partie des petits gestes faciles et pas très chers, effectivement, qui sont à la portée de tout le monde. Déjà, l'unité de luminosité, c'est le lumens. La quantité de lumière produite, c'est le lumens. Donc c'est là-dessus qu'on doit pouvoir se baser. Ça, c'est la puissance. C'est le rayonnement. Puissance de lumière, exactement. D'accord. Mais certaines ampoules consomment plus d'énergie parce qu'elles chauffent. Notamment les ampoules à incandescence et les ampoules halogènes. Alors je voudrais juste donner un exemple. Donc celles qu'il faut choisir aujourd'hui, on va privilégier les ampoules à LED ou les ampoules fluocompactes, puisqu'elles sont beaucoup plus efficaces. Alors elles sont néanmoins plus chères. Plus chères aussi, ouais. Voilà. Néanmoins, je voulais juste vous faire un petit calcul. Quand on a chez soi, si on remplace chez soi 5 lampes halogènes de 50 watts par des ampoules à LED de 7 watts, qui éclairent autant, eh bien, on économise 720 € sur la durée de vie des LED, soit 15 ans. Voilà. Ah oui. Parce qu'en fait, des halogènes, ça dure beaucoup moins longtemps. Il va falloir les changer plusieurs fois, alors que les lampes LED vont durer beaucoup plus longtemps et consomment beaucoup moins. Gaëlle, vous vous interrogez aussi sur la consommation de vos appareils électriques. Oui, si j'ai bien compris, beaucoup d'appareils consomment de l'électricité même quand ils sont en veille. La box internet, la télé, certaines machines à café, la machine à laver, le lave-vaisselle. David Marchal, pour réduire sa facture, est-ce qu'il faut simplement tout débrancher ou est-ce qu'il y a des précautions à prendre ? Alors ça peut être très fastidieux de passer chez soi le soir et de débrancher tous ces appareils. Néanmoins, il y a des petites solutions simples là aussi, notamment sur certains postes de consommation comme tout ce qui est hi-fi, télévision. C'est pas très compliqué de mettre une multiprise pour tous ces appareils-là et simplement au moment d'aller se coucher d'éteindre la multiprise. On éteint tout d'un coup et on coupe toutes les veilles de la box du magnétoscope. Je crois qu'une box, c'est 15 € par an. En fait, oui, c'est ça. C'est qu'en règle générale, petit calcul, c'est quelque chose qui fait 10 watts. Ça fait à peu près 15 € par an. Parce que ça tourne 24 heures sur 24. J'avais entendu dire même qu'une centrale ou qu'un réacteur nucléaire tournait juste pour les appareils en veille en France. Exactement. C'est effectivement les estimations qui sont faites. Toutes les veilles de tous ces appareils génèrent une quantité d'énergie tout à fait significative. Bon, Gaëlle, c'est tous les jours pareil. Vous finissez de travailler et vous vous posez une question sur votre ordinateur. Oui, j'ai remarqué que c'était quand même un débat récurrent en entreprise. Les gens se demandent si en partant de soir, il vaut mieux laisser son ordinateur en veille ou est-ce qu'il vaut mieux l'éteindre ? Qu'est-ce qui consomme le plus ? Jean Gobert, le soir en partant du bureau, est-ce qu'il faut donc éteindre son ordinateur ? Effectivement, oui, éteindre son ordinateur, c'est une bonne idée, mais éteindre sa tablette, éteindre d'autres outils de cette façon-là, parce que même quand ce sont des appareils que vous avez rechargés, forcément, vous commencez à les décharger inutilement. On n'imagine pas une seconde que vous soyez avare, Gaëlle, c'est de la bonne gestion, évidemment, mais vous aimeriez y voir plus clair dans votre consommation électrique. Oui, je dirais que c'est peut-être plus de la curiosité, même Valère, parce que l'électricité, c'est pas vraiment palpable. On a du mal à se rendre compte de ce qu'on consomme vraiment. Jean Gobert, comment est-ce qu'on peut faire pour mesurer et adapter sa consommation électrique ? Pour le moment, c'est pas simple. Moi, je connais des gens qui, tous les jours, vont voir leur compteur et qui comptent ce qu'ils ont consommé. C'est pas idiot, mais tout le monde ne le fait pas. C'est aussi l'objet du fameux compteur Linky. L'intérêt de ce compteur, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir avoir en quasi temps réel
vos consommations. Et quand vous avez vos consommations en temps réel, vous êtes capable de vous interroger sur le bien fondé de vos consommations d'hier. Vous vous rendez compte? Merci Gaëlle Couder, rédactrice en chef du média ID qu'on retrouve donc sur l'infodurable.fr. À la semaine prochaine, et je rappelle que ce quiz enrichi de questions supplémentaires et surtout de réponses complètes avec des liens pour aller plus loin est en ligne sur la page de l'émission sur franceinter.fr. David Marchal, pour réduire sa consommation électrique, on commence par où? Quels sont les petits gestes aux grands effets à adopter d'abord? On a déjà donné un exemple sur les ampoules. Il y a d'autres choses peut-être qui sont moins faciles. En dehors des petits gestes vraiment abaisser la température, hein, comme je le disais tout à l'heure. Ça a beaucoup d'effets quand même. Ça a beaucoup d'effets parce qu'en fait, c'est sur les gros postes de consommation. Le premier poste de consommation, c'est le chauffage. 1 degré, c'est 7% d'économie. C'est effectivement environ. ce qu'on dit en moyenne. En moyenne. Après, chacun peut l'adapter à sa façon. C'est-à-dire qu'on peut aussi décider de baisser de 2 degrés quand on n'est pas là et garder la température habituelle quand on est là. Donc baisser la température. Ensuite, les équipements, comme vous le disiez, il y a des étiquettes sur tous les équipements électroménagers, des étiquettes qui indiquent le niveau de consommation, donc le A++, A++++. Sur certains de ces équipements, c'est tout à fait significatif la différence, notamment sur les gros équipements consommateurs. Ça peut être le frigo, ça peut être le sèche-linge. En tout cas, voilà, il y a des choix de comportement, fermer les fenêtres. Il y a des petits choix d'investissement dans les petits appareils. Et puis après, quand on est dans cette progression, on peut aussi prendre des décisions de rénover son logement, de changer de système de chauffage. Voilà, toute cette progression, je pense que c'est important que chacun ait conscience qu'il y a une progression des petits pas qui peuvent nous emmener de quelque chose de facile à des choses plus ambitieuses. Selon vous, si on n'était pas encore convaincu, qu'est-ce qui peut nous motiver à s'engager dans une démarche déterminée d'économie d'électricité, David Marchal ? Bien entendu, il y a les arguments écologiques ou des arguments d'économie d'énergie. Ces arguments ne parlent pas à tout le monde. Ils peuvent même des fois rendre un peu coupable ou faire qu'on se sente coupable parce qu'on n'a pas forcément envie de faire ça. Je pense qu'il y a un argument qui peut parler à tout le monde, c'est l'argument du confort. Quand on est mais qui dépasse la question de l'électricité. Là aussi, chercher à avoir plus de confort en rénovant ou en choisissant un logement qui est peut-être un peu mieux isolé avec des meilleures fenêtres, un meilleur système de chauffage, va permettre de consommer moins et en même temps d'avoir plus de confort. Jean Gobert, est-ce qu'on peut changer facilement d'offre d'électricité ou de fournisseur d'électricité ? J'oserais dire qu'il n'y a rien de plus facile. Et les gens le savent, ça ? Non. Enfin, pas tous. Pourquoi ? En fait, d'abord, pour expliquer comment ça se passe, il suffit que vous choisissiez un nouvel opérateur, vous signez un contrat avec lui, et c'est lui qui va faire toutes les démarches et qui va appeler l'opérateur de réseau, d'électricité ou de gaz, d'ailleurs, c'est la même chose, et qui va dire monsieur un tel n'est plus ou madame un tel n'est plus votre client, mais elle n'est plus la cliente de l'autre, elle est devenue cliente de moi, voilà le contrat. Et là, on a peur de la coupure. Voilà, il n'y a pas de coupure, il n'y a aucune coupure, la continuité des services se fait, la facturation se fait. Ça, c'est obligatoire qu'il n'y ait de... La continuité du service. Ah oui, bien sûr. C'est organisé. En fait, nous avons la chance dans ce pays d'avoir pour le gaz un opérateur de réseau principal, il y a quelques petits opérateurs de réseau, pour l'électricité un opérateur de réseau principal, et lui, il est neutre. Quel que soit le vendeur d'électricité, il assure le service. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, effectivement, c'est simple à faire. Et si on veut en plus savoir quel est le prix qu'on va payer à consommation égale, on vient sur le comparateur que le médiateur d'énergie a mis en place il y a déjà longtemps, parce quand on passe au médiateur, on passe au conflit. Mais nous avons aussi une partie très importante, au même titre que l'ADEME, sur d'autres sujets, d'information du consommateur. Et nous avons en particulier un comparateur, et sur ce comparateur, chacun va pouvoir d'abord choisir l'opérateur qui lui convient le mieux en fonction des prix, en fonction des caractéristiques de sa consommation. Et après, il va voir cet opérateur, il dit voilà monsieur, je veux aller chez vous, puis il se débrouille. Et dans 4-5 jours, il aura changé d'opérateur, il aura une facture de résiliation de l'autre, du premier, et puis après il aura ses factures. C'est d'une simplicité biblique. Et donc, on peut, si on le souhaite, passer à une offre d'électricité verte. Quels sont les bénéfices de le faire, David Marchal ? Il y a plusieurs types de bénéfices à passer à une offre d'électricité verte. Ça peut être parce que c'est un acte, on va dire, militant, de vouloir couvrir sa consommation par de la production d'énergie renouvelable. Ça peut être aussi parce qu'on souhaite développer les énergies renouvelables. Enfin, il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser les consommateurs à choisir des offres d'électricité verte. Il y a 2 types d'électricité verte. On a déjà eu l'occasion d'en parler. J'aimerais beaucoup que vous nous fassiez ce petit résumé, cette petite synthèse, parce que justement, selon où on veut mettre le curseur, on n'a pas les mêmes effets entre une électricité verte, j'allais dire, qui produit vraiment des effets sur la transition énergétique et qui soutient le renouvelable, et puis une électricité verte qui est estampillée verte, David Marchal.
Alors vous avez raison, il y a bien un seul outil réglementaire, on va dire, pour déterminer qu'une offre d'électricité est verte ou pas. C'est ce qui s'appelle les garanties d'origine. Une garantie d'origine, c'est un certificat qui est émis à chaque fois qu'un producteur produit de l'énergie renouvelable, il a un certificat de garantie d'origine. Et à chaque fois qu'un fournisseur vend un mégawattheure d'énergie renouvelable, il consomme ce certificat. Mais la subtilité, c'est que ce certificat, on peut le vendre séparément de l'électricité. C'est un peu comme si vous vendiez des étiquettes bio séparées des pommes, si vous voulez. Vous achetez les pommes d'un côté et les étiquettes de l'autre. Alors, c'est vraiment lié au produit électricité. Le produit d'électricité passe dans les fils électriques. C'est des flux. C'est un flux et on peut pas, comme une pomme, le séparer. Néanmoins, effectivement, un fournisseur d'électricité, pour faire une offre verte, il peut soit acheter son électricité directement à un producteur renouvelable et ensuite la proposer au consommateur. Donc là, c'est plus pur en quelque sorte, c'est plus exigeant. Il achète l'électricité et la garantie d'origine au même producteur. Il achète la pomme et l'étiquette au même producteur et il la vend de cette façon. Il peut aussi acheter de l'électricité standard sur le marché de l'électricité et acheter les étiquettes à côté et vendre de l'électricité ainsi renouvelable. Et effectivement. Et pour faire la différence en 2 mots entre les deux? Pour faire la différence, c'est des choses qui sont pas encore vraiment, on va dire, normalisées, mais en tout cas, ceux qui se prévalent d'avoir des contrats directs avec des producteurs renouvelables, normalement, ont une démarche qui est plus engagée que les producteurs qui se fournissent sur le marché. Jean Gobert? Oui, moi je sais pas du tout pour contredire David Marshall, mais je voudrais signaler un autre élément. C'est que sur la facture de l'électricité, chaque consommateur paie ce qu'on appelle la contribution au service public de l'électricité. Et sur cette contribution, 15% de la facture environ. Environ. Sur cette contribution, il faut qu'il sache que 2/3 de cet argent va au financement des énergies renouvelables. Donc en fait, tous nos concitoyens paient de l'énergie renouvelable. Donc c'est pas la peine d'y aller? Non, pas du tout. On peut faire mieux. On peut avoir de l'énergie totalement renouvelable. C'est pour ça, c'est pas du tout contradictoire avec David Marshall, mais il faut dire, parce que les gens parfois ils vous disent la facture c'est bourré de taxes. C'est aussi ça. Ben non. Cette contribution au service public de l'électricité, c'est quelque part ce qui sert à financer l'éolien, le photovoltaïque essentiellement. Puis il y a aussi une contribution sur le gaz, je ne veux pas y revenir parce qu'on ne parle pas trop du gaz aujourd'hui. Mais il faut que nos concitoyens sachent ça, que tous ils y participent. Tant qu'à faire, quand ils font un peu plus, c'est mieux. L'électricité verte, pour moi, c'est les éoliennes. On a vu qu'il y avait des fournisseurs locaux, on s'est dit pourquoi pas, c'est un rêve. C'est une vraie satisfaction de savoir qu'on est capable de pouvoir produire une électricité qui est propre, qui est renouvelable. On revient à la vocation originelle du solaire en fait, produire l'électricité localement pour la consommer localement. J'imaginais m'approcher beaucoup plus de l'indépendance énergétique entre guillemets. Que ce soit compteur Linky ou ancien compteur, je paye toujours en fonction de ma consommation réelle. Le compteur en lui-même, c'est juste un compteur, il faut le dire, c'est pas lui qui va permettre de faire réduire la facture d'énergie ou de moins consommer. On en est loin, il faut être honnête. Faire notre petite part à notre petite échelle pour que à terme, les énergies renouvelables soient plus largement utilisées en France. Je suis au tiers de l'indépendance. Il y a le vent, il y a tout ce qu'il faut. Allez, on y va. Et Florence nous a rejoint, vous avez 58 ans, vous habitez à Dax, vous êtes engagée dans une démarche assez poussée de réduction de votre consommation électrique. Vous êtes allé assez loin puisque, par exemple, vous avez été jusqu'à bannir certains équipements de chez vous, les radiateurs par exemple? Alors, les radiateurs, c'est les radiateurs qui étaient installés et qui m'ont choqué tout de suite. Les grille-pains, par exemple, sous les fenêtres, voilà, des choses comme ça. Donc, le radiateur, c'est un radiateur qui est sur roulette et qu'on met là où on a besoin d'avoir de la chaleur, autour de la table ou à côté d'un fauteuil, et même avec une personne âgée à la maison. Ensuite, il y a l'électroménager comme le lave-vaisselle, le lave-linge. On n'en a pas besoin. Et j'avais fait plusieurs voyages aux États-Unis et donc les endroits où j'allais, c'est des endroits où vous avez une machine à laver ou 2 ou 3 pour un condominium, c'est-à-dire pour une résidence entière. Pareil pour les sèche-linges, pareil pour les fer à repasser. Et je suis pas du tout adepte des États-Unis, mais en tout cas, ça, je trouve ça super intelligent parce qu'on n'a pas du tout besoin d'avoir tout cet électroménager à côté de soi. Juste pour balayer un cliché, sans doute, vous allez nous dire, mais faire très attention à ce point-là, à sa consommation électrique, c'est pas pour autant revenir à la bougie? Mais non, absolument pas. Je prends l'exemple des États-Unis parce que c'est là que je l'ai découvert, le super condominium, donc la résidence, et où, en fin de compte, vous avez les machines à laver qui fonctionnent pour tout le monde. Pourquoi ne pas mettre en commun ces machines? Enfin, je veux dire,
pourquoi les avoir tous chez soi? Florence, rien. Un des objectifs de cette démarche, c'était aussi de faire des économies. Pour autant, vous avez fait le choix de vous abonner chez un fournisseur d'électricité renouvelable dont les prix sont supérieurs aux tarifs réglementés. C'est Enercop. Le directeur d'ailleurs de ce fournisseur sera là dans quelques minutes. Pourquoi ce choix? Alors là, c'est en revanche un choix, en effet, à se dire, je ne consomme pas, ou en tout cas le moins possible, du nucléaire. Donc je ne consomme pas du nucléaire pour me chauffer et pour faire fonctionner tous ces trucs à la maison. Voilà, ça c'est un choix. Donc Enercop, à ce moment-là, vous avez en effet le kilowatt qui est plus cher. Et dans ce cas, vous êtes intelligent et vous faites du coup attention parce que moi j'ai pas beaucoup de moyens et donc il fallait pas que la facture soit élevée. Et quand vous faites attention, vous faites sacrément diminuer vos factures, même si vous payez le kilowattheure un tout petit peu plus cher. Donc ça vaut sacrément le coup. Merci beaucoup Florence d'avoir partagé votre expérience au micro de France Inter. Alors forcément, on n'en est pas tous à votre niveau de transition et d'implication, mais bonne nouvelle, pour nous aider à changer, il y a sur le terrain des solutions à portée de tous pour reprendre le contrôle de sa consommation électrique au quotidien. C'est le cas de ce fournisseur dont on vient de parler, Enercop. Sa promesse, une énergie renouvelable et coopérative. Emmanuel Soulias, le directeur général de ce fournisseur, sera dans ce studio pour nous en dire plus dans 3 minutes. Et dans 10 minutes, c'est Stéphane Signoret, rédacteur en chef du magazine Énergie Plus, qui viendra nous présenter 3 initiatives remarquables pour nous aider à faire notre transition énergétique. Balogie, l'hiver indien sur France Inter. Exilé intérieur accroché à son radiateur. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez. Les éclairs, ce sont des fissures. Dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique. Échange d'amabilité pour fond la glace. Moi c'est Emric Bouyamba, enchanté. Mon prénom catholique est un passe-droit à ma couleur. Dans les familles à salaire unique, on fait du 5 € de l'heure. Exilé intérieur accroché à son radiateur. Paris et sa couronne. Paris, chambre de bonne. Boulevard large comme le fleuve. Peu de champs de manœuvre. En classe prépa, dans mon cas, c'est la course, certificat. Les papiers, c'est le Graal. Bidonville à la verticale. Les assos évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre. Bilan, polyester, freeze. Bousculade pour des places assises. Taxi brousse moderne. Oui, moi que l'on hiberne. Exilé intérieur accroché à son radiateur. Exilé intérieur accroché à son radiateur. Stockholm, c'est la mire. On neige en plein délire. Des flocons, flocons, flocons. Pas de linge au balcon. Soleil pâle, couleur néon. Mimétisme, d'un caméléon. Ici, c'est l'empire du môle. Des villes souterraines. Du métro à ma piole. Telle une bouillotte humaine. Les démarches tuent ma patience. Assigné à résidence. Entre isolement et repli. Déserteur, vu du pays. Pour une bourse étude, brevet d'aptitude, tu sais l'attitude, trop de lassitude d'estime. L'exil c'est être anonyme. Les cultures se télescopent, pas de Kalonji chez les Diop. Les soniqués, entre soniqués, cohabitent sans se mélanger. Qu'importe les pays hôtes, ils vivent côte à côte.
Balogi avec le titre L'hiver indien sur France Inter. Cet artiste belge né au Congo a signé ici un titre sur fond de musique inspiré de ce qui se jouait au Zimbabwe dans les années 70 et ça passe plutôt bien en plein été. France Inter. Les idées deviennent à une vitesse. Valère Correa. Des idées pour demain. Et si vous arrivez en cours de route, pas de panique, cette émission est en podcast partout et surtout sur franceinter.fr. Le thème aujourd'hui, électricité au quotidien, comment reprendre le contrôle. Et on accueille en studio Emmanuel Soulias, le directeur général du fournisseur d'électricité Enercop. Bonjour. Bonjour Valère. On parlait tout à l'heure de la différence entre les deux électricités vertes. En tout cas, vous affirmez que c'est la vraie électricité verte chez Enercop. Pourquoi ? Alors, je crois que David Marchal l'a assez bien expliqué. Nous, on a un projet de fourniture d'électricité où, en gros, le projet consiste à aider à la transition énergétique. Et pour aider à la transition énergétique, il faut regarder toutes les chaînes de valeur, de la production à la distribution à la consommation. Et notre modèle, c'est d'avoir une relation directe avec des producteurs qui sont sociétaires de notre coopérative, puisque Enercop, c'est aussi un projet coopératif avec 30 000 sociétaires, parmi lesquels 170 producteurs auxquels on achète directement l'énergie, selon des tarifs qu'on négocie avec eux. Donc, selon la structure du producteur, ça peut être une PME familiale, un collectif citoyen, une collectivité qui a besoin de faire de la rénovation, qui a besoin d'avoir une visibilité à moyen long terme sur son prix de vente. Eh bien, on fait des accords d'achat avec eux. Et du coup, on est en mesure d'avoir une traçabilité qui va bien au-delà de celle des garanties d'origine. Ça a bien été expliqué, c'est-à-dire qu'on a ce contrat direct avec ces producteurs qui injectent des mégawattheures dans le réseau, qui nous vendent leur garantie d'origine et on est en mesure d'accoler cette garantie d'origine à cette production. C'est un enjeu de traçabilité, c'est un enjeu de soutien direct à une filière. Et pour reprendre l'exemple qui a été évoqué par David Marchal aujourd'hui, vous avez des fournisseurs d'électricité qui vous proposent une offre verte, qui achètent d'un côté de l'électricité nucléaire à un tarif spécifique qui s'appelle l'AREN, et qui de l'autre côté achètent des garanties d'origine sur des barrages norvégiens, par exemple. Et donc nous, on considère que c'est pas un signal suffisamment clair, transparent et générateur d'engagement pour le consommateur. Le consommateur doit savoir. C'est flou pour le consommateur, c'est pas évident quand même, non, de faire la différence. C'est assez complexe. C'est un enjeu pour vous ? Oui, rien que le fait d'avoir pris 5 minutes pour vous répondre, ça veut bien dire que c'est compliqué. Et du coup, je pense que c'est un sujet qui dépasse celui des fournisseurs, qui est un sujet d'intérêt général, où l'État, la réglementation, le médiateur qui le fait aussi, doit pouvoir expliquer de manière claire que sur le marché de l'électricité, aujourd'hui, il y a du vert, il y a du moins vert, et qu'on doit aller au-delà de la traçabilité via les garanties d'origine. Et puis tout le monde ne sait pas qu'il peut changer facilement de fournisseur. Deuxième obstacle, j'imagine. Alors ça, deuxième obstacle, effectivement, je crois que le sondage que vous faites chaque année, monsieur le médiateur, dit qu'à peu près 50% de la population ne sait pas qu'il peut changer de fournisseur. Et puis quand il le sait, il est angoissé par ça va durer longtemps, je vais avoir des coupures d'électricité, il va pas y avoir de réversibilité. S'il y a un problème qui intervient, c'est Enedis. Or, il y a rien de plus simple. C'est aujourd'hui beaucoup plus simple de changer de fournisseur d'électricité que de changer de banque, que de changer d'assurance. Qu'est-ce qui justifie que les tarifs d'Enercop soient plus chers que ceux des autres fournisseurs ? Alors, ils sont plus chers facialement, c'est-à-dire que sur la facture, effectivement, on dit 10 à 15% plus cher que les tarifs réglementés, ce qui fait en moyenne 6 à 7 euros par mois pour un foyer de particulier, c'est-à-dire le prix d'un kebab, moins que le prix d'un paquet de cigarettes pour relativiser un peu le surcoût. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le prix sur la facture. Si on regarde le coût de l'énergie globale en France, un consommateur d'électricité, il paye le prix de l'énergie sur sa facture, mais il paye aussi en tant que contribuable tout un tas de frais qui vont aller grandissant. Il suffit de regarder l'actualité, le grand carénage pour nos 58 réacteurs nucléaires, le démantèlement, l'enfouissement des déchets, l'investissement nécessaire dans des solutions de stockage et dans le développement des énergies renouvelables. Donc effectivement, facture à facture, on représente un surcoût. En revanche, ce surcoût, pour nous, c'est pas du profit, c'est pas du bénéfice, c'est de la juste rémunération de nos producteurs dans une démarche équitable. Donc on ment pas à nos clients, on leur dit vous payez légèrement plus cher facialement votre facture, mais via ces 6-7 euros, vous soutenez la transition énergétique, vous soutenez un modèle économique durable avec des producteurs qui peuvent bâtir un modèle économique et s'inscrire dans la durée. Voilà, cette question du tarif et du coût et du prix de l'énergie, elle est très compliquée. Puis je crois que le médiateur l'a aussi indiqué. Aujourd'hui, quand vous payez 100 euros sur une facture d'électricité, vous payez à peu près un tiers d'énergie,
Le reste, ce sont des taxes locales, c'est l'utilisation des réseaux, ce qu'on appelle le TURP. Donc vous dites qu'on paye la transition énergétique en payant un petit peu plus chez vous, et vous vous fournissez majoritairement en électricité d'origine hydraulique. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre votre argument et la réalité de l'origine de votre électricité? Alors le fait qu'aujourd'hui on se fournisse majoritairement en hydraulique, c'est lié à l'histoire d'une part, et c'est lié à des dispositions réglementaires qui font que... Ce que je voulais dire, c'est que ce sont des vieilles centrales la plupart du temps. Alors ce sont des vieilles centrales ou des soutient, centrales à rénovation, ce ne sont pas des grands barrages hydrauliques, ce sont des petits barrages au fil de l'eau, comme je l'ai dit, qui sont détenus par des PME familiales, des collectifs, des associations, des collectivités. Accéder à l'énergie solaire et éolienne, ça a demandé une évolution réglementaire très récente, qui date de 2016 et qui nous permet, nous, de pouvoir acheter sous le système de l'obligation d'achat, c'est-à-dire que la CSPE dont parlait Jean Gobert tout à l'heure... Donc ça, c'est la taxe qu'on paye en plus. Voilà, n'était réservée en termes de possibilité d'achat qu'à EDF. Aujourd'hui, c'est ouvert à d'autres acteurs. Donc on peut effectivement acheter du solaire et de l'éolien à des tarifs compétitifs. Donc on est en train de diversifier notre mix et progressivement, on va avoir un mix relativement équilibré entre l'hydraulique, le solaire, l'éolien et la biomasse. Vous avez annoncé tout récemment proposer à vos abonnés le micro-don avec énergie solidaire. De quoi s'agit-il? Alors le micro-don, c'est laisser le choix à nos clients de verser quelques centimes d'euros ou quelques kilowattheures à une association qui s'appelle Énergie Solidaire et qui va agir concrètement sur la prévention de la précarité énergétique. Vous savez qu'on a plus de 12 millions de personnes en France qui sont en situation de précarité énergétique et on considère que les citoyens, l'État, les associations, tout le monde peut y contribuer et nous, en tant que fournisseurs, d'aider nos consommateurs à agir concrètement sur ce fléau. Emmanuel Soulias, directeur général du fournisseur d'électricité Enercop. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Enercop en fait partie. Il existe une multitude d'initiatives sur le terrain pour soutenir la transition énergétique. Bonjour Stéphane Signoret. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Énergie Plus et vous êtes venu nous présenter 3 initiatives remarquables pour moins consommer et mieux consommer son électricité. On commence avec une entreprise qui a un nom qui sonne plutôt pas mal, DoRéMi. Et oui, ce joli acronyme musical veut dire dispositif opérationnel de rénovation énergétique des maisons individuelles. C'est un peu plus technique après. Oui, bien sûr, DoRéMi c'est plus sympa. En fait, il a été imaginé par l'Institut Négawatt en 2011 et il est expérimenté sur le territoire de la Biovallée dans la Drôme depuis 2012. Le constat initial, c'est le suivant, les maisons en fait construites avant 1975 consomment 10% de toute l'énergie du pays. Il y a donc un vaste chantier à ouvrir pour les rénover. Désormais, il y a 25 territoires partenaires de DoRéMi dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Stéphane, des rénovations, les artisans en font déjà. Quelle est la singularité de DoRéMi ? Alors en fait, aujourd'hui, la grande majorité des rénovations sont partielles. En fait, on ne fait que l'isolation de la toiture, ou bien on change les portes, ou bien les fenêtres. En fait, c'est pas suffisant pour baisser fortement la consommation d'énergie. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. Alors au contraire, DoRéMi, lui, il va proposer de faire des rénovations thermiques complètes, du sol au plafond, si j'ose dire, pour ces fameuses maisons individuelles d'avant 1975. En un seul chantier, toute la maison est correctement isolée grâce à la coordination de tous les artisans. Ça, c'est très important. En l'occurrence, la consommation d'énergie de la maison rénovée atteint le niveau BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation, soit une division par 4 à 8 de la facture d'énergie. Ah oui. Et c'est loin d'être négligeable. Alors moi, en fait, j'aime beaucoup cette initiative car elle montre en fait qu'une vision exigeante de la transition énergétique, certains diraient même idéaliste, peut réussir. Et la preuve aujourd'hui, c'est que DoRéMi est labellisée entreprise solidaire d'utilité sociale. Et évidemment, la question centrale, est-ce qu'on peut accéder facilement à ce service, notamment d'un point de vue financier ? Bien sûr, c'est la question. Alors c'est sûr que c'est plus onéreux qu'une rénovation partielle. Bien sûr, si vous faites que le toit, c'est moins cher. Mais en fait, si vous étalez tous les travaux que fait la démarche DoRéMi sur plusieurs années, en fait, ça vous coûterait plus cher. Donc, il vaut mieux faire ça en une seule fois, de manière performante et complète, cette rénovation. Ça peut se faire en 3 mois, le budget est maîtrisé et on a même accès à des aides, bien sûr, pour que ce genre de travaux soit accessible à tous. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est comme les économies d'énergie vont être plus importantes qu'une rénovation partielle, on sera au final bien plus gagnant, y compris au niveau du confort. Encore une fois, le moyen et le long terme. Stéphane Signoret, une autre tendance qui se dessine, c'est l'autoproduction d'électricité, mais il y a aussi l'autoconsommation. Alors oui, ça c'est une tendance qu'on observe aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il ? Jusqu'alors, les particuliers qui installaient des panneaux solaires photovoltaïques sur leur toiture revendaient l'électricité produite à un fournisseur d'énergie, à un prix fixé par l'État. Mais en fait, aujourd'hui, le coût des panneaux photovoltaïques a tellement baissé que dans certaines régions bien ensoleillées, en fait, il devient petit à petit économiquement plus intéressant de consommer vous-même votre électricité. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Et est-ce qu'on peut, pour autoconsommer, conseiller une entreprise pour se faire accompagner ?
Alors, j'en ai repéré une, par exemple, une entreprise de la région de Montpellier qui a une approche qui me semble intéressante. Elle s'appelle Comwatt. Elle a déjà 7000 clients. Donc, sur son site internet, vous pouvez en fait simuler déjà, selon les caractéristiques de votre logement, le niveau d'économie que vous allez faire. Parce qu'en fait, Comwatt vous propose d'installer des panneaux solaires, mais il vous propose aussi une box chez vous qui va gérer intelligemment vos appareils électriques. Donc, vous restez connecté au réseau électrique en cas de besoin, mais la box, elle va optimiser la partie que vous consommez vous-même selon vos besoins. Par exemple, en rechargeant votre ballon d'eau chaude électrique quand le soleil brille. Dernière question, si on n'a pas une maison pour faire du photovoltaïque, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir la transition énergétique ? On peut aller plus loin, pour ceux qui le peuvent, en tout cas en mobilisant son épargne. Plutôt que d'investir dans des fonds dont on connaît peu de choses, ou bien laisser dormir l'argent sur le livret A, vous savez, aujourd'hui, il rapporte pas grand-chose, il y a des plateformes de financement participatif qui proposent désormais à chaque citoyen de prendre part à ces projets d'énergie renouvelable. Alors c'est souvent très simple, on le voit avec des plateformes existantes comme Landosphère, Lumo ou Enerfip. Elle vous propose des projets concrets dans une commune. Donc vous en choisissez un, vous pouvez prêter ou bien investir dans une part de ce projet, mais une fois qu'il est en fonctionnement, vous, si vous avez prêté notamment de l'argent, vous recevrez un remboursement. Voilà, avec des taux qui peuvent être intéressants d'ailleurs. On arrive parfois à des taux de 3 à 5%, c'est quand même plus que le livret d'épargne classique. Et en plus, si vous êtes habitant du territoire où le projet va être installé, ce taux est généralement plus élevé. On y gagne et on est sûr que l'argent investi est bien dans un vrai projet renouvelable. Voilà, il faut quand même noter que dans certains cas, il y a un risque de perte partielle ou totale du capital investi. Merci Stéphane Signoret, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Énergie Plus. Une dernière question pour Jean Gobert, médiateur national de l'énergie, et David Marchal, directeur adjoint production et énergie durable à l'ADEME. Un scénario avec 100% de l'électricité d'origine renouvelable en France, est-ce que c'est raisonnablement envisageable un jour ? David Marchal. C'est une question qu'on a regardée, effectivement, puisque les gisements sont là. On peut faire beaucoup de solaire, beaucoup d'éolien. En France, la question, c'est est-ce que techniquement ce serait possible ? Alors, techniquement, pas d'impossibilité, nous c'est une étude qu'on a faite. Après, la grande question c'est comment on y arrive progressivement, comment on gère la transition entre le parc électrique d'aujourd'hui et cet avenir où, à long terme, on aura très certainement beaucoup d'énergie renouvelable. La principale raison, en dehors de la technique, c'est aussi une raison du coût. Les énergies renouvelables ont un coût qui baisse fortement. Le photovoltaïque a été divisé par 6 en une dizaine d'années. L'éolien est aussi sur une pente baissière. Et dès 2030, dans une dizaine d'années, ce seront les deux sources de production les moins chères. Jean Gobert, vous y croyez, un scénario 100% de l'électricité serait d'origine renouvelable en France un jour ? Ah non, mais je crois que c'est tout à fait possible. Alors moi, je ne sais pas si c'est 2050, 2060 ou 2070, mais j'y crois. Je crois que, rappelons quand même la donne économique. On est parti d'une période où le renouvelable était très cher. Effectivement, ça a été dit, il baisse beaucoup. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en face, les autres types d'énergie augmentent, parce que le coût du nucléaire, quand on aura fait ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire la remise en état de notre parc nucléaire pour le faire aller un peu plus longtemps, ça aura largement augmenté. Ce sont des grands travaux en fait à engager qui coûtent très très cher, etc. Mais on a constaté aujourd'hui que le débat sur le PR de Flamanville, il se déplace aujourd'hui sur le coût économique de l'opération. Il existe toujours sur la sécurité, il peut exister, mais on est plutôt sur 100 € le mégawattheure, c'est-à-dire plus élevé que l'éolien terrestre, beaucoup donc plus élevé. On va aller vers le renouvelable pragmatiquement. Voilà, plus élevé que beaucoup de photovoltaïques dans le sud de la France. Donc après, la question se posera de l'autoconsommation, du stockage, des réseaux d'interconnexion, pour toutes ces questions devront se poser. Mais tout ça, ça peut être résolu. Il faut qu'on arrive à le résoudre à un coût acceptable pour les consommateurs. Parce qu'au bout, faut pas oublier que quand il n'y a plus d'inflation, il y a beaucoup plus de difficultés à gonfler des postes de dépenses dans son budget. Et pour terminer, on vous a proposé de venir avec un livre, un film, un documentaire ou autre que vous vouliez conseiller aux auditeurs qui voudraient aller plus loin sur le sujet. Jean Gobert, médiateur national de l'énergie, vous nous conseillez la lecture d'un livre qu'on vous a offert d'ailleurs. Oui, ce sont mes enfants qui me l'ont offert pour le passage en 2000. Alors tout simplement, et pour aller très vite, lisez-le parce qu'en fait ça vous permettra de voir que l'avenir n'est pas écrit. Et c'est Quand nos grands-pères imaginaient l'an 2000 par Guillemette Racine, édité chez Nathan. David Marchal, directeur adjoint production et énergie durable à l'ADEME, vous nous suggérez de lire une bande dessinée ?
À titre personnel, c'est ce que je vous suggère. Effectivement, ça s'appelle Le Retour à la Terre de Manu Larsenet. Et c'est une BD qui, de façon assez légère, parle d'un moment de vie où on peut, et on est amené souvent à se poser beaucoup de questions sur l'environnement en général. Voilà, c'est l'histoire d'un couple qui déménage à la campagne, qui va avoir un enfant. Enfin, voilà, beaucoup de questions et beaucoup de réponses. Édité chez Dargaud, Emmanuel Soulias, directeur général d'Enercop, vous avez voulu nous mettre en avant une artiste. Une artiste qui s'appelle Vaughan Bell, qui est une artiste américaine et qui travaille sur le lien entre l'homme et la nature, notamment en milieu urbain, qui sollicite un peu le multisensoriel de la découverte de la nature. Voilà, de manière générale, je parle de Vaughan Bell parce qu'on a travaillé avec elle dans l'exposition Warming Land qui a eu lieu récemment, mais les artistes, voilà, nous permettent de prendre du recul et de solliciter en nous ce qu'il y a de plus sensible pour recréer, réimaginer notre lien avec la nature. Stéphane Signoret, rédacteur en chef d'Énergie Plus, vous êtes venu avec un livre aujourd'hui. Un livre également qui s'appelle Échec et Watt. C'est un petit roman où vous suivrez les traces d'une personne qui bosse dans les assurances, qui connaît rien à l'énergie, comme la plupart des Français, et qui découvre tout au fur et à mesure de son enquête. C'est au Square Éditeur. Au Square Éditeur, exactement. Merci à tous pour votre présence. Des idées pour demain, c'est tous les samedis 16h en podcast accompagné de son quiz pour vous tester sans culpabiliser. C'est sur franceinter.fr. La semaine prochaine, on va parler gaspillage alimentaire. Cette émission a été réalisée par Jérôme Boulet, préparée par Thomas Lehété, à la technique Selim Guéribi et à la programmation musicale Djoubaka.